Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 104 de Famille, Justice, Enfance sur RLP 102.3 depuis le Périgord. Alors notre émission numéro 104 consistera aujourd'hui en la fin de l'entretien avec Monsieur Marc Juston, où cette fois-ci nous évoquerons dans des petites questions qui lui sont adressées son avis sur parfois les dysfonctionnements d'un tribunal et nous écouterons le fruit de sa réflexion qui, disons-le, est parfois extrêmement critique et qui nous rejoint. Faut-il vraiment donner à des juristes, des purs juristes, la tâche de traiter de l'humain dans un lieu qui est un lieu de punition, je veux dire un tribunal? Est-ce vraiment dans cet endroit-là qu'il faut s'occuper de la gestion des familles? Je vous encourage donc à rester avec nous afin d'écouter son avis sur cette question, sachant que M. Juston est l'ancien président du tribunal de Tarascon, qu'il a été président de cour d'assises, qu'il a exercé comme juge aux affaires familiales, JAF, comme juge des enfants, JDE, et qu'il est magistrat aujourd'hui à la retraite, reconverti dans la médiation. Mais auparavant, il est temps pour nous de rappeler que nous avons en France, dans la recomposition, 91% des enfants qui vivent chez leur mère. C'est un problème. Cela engendre qu'un enfant sur 5 n'a plus de contact avec son père et que ça fait 25%, mais qu'il y en a quasiment 40 et qui le voient extrêmement rarement. Ce qui nous pousse à nous interroger sur notre société, notre monde de fonctionnement, pourquoi les institutions persistent et ne semblent capables que de produire des familles monoparentales féminines dysfonctionnelles, donc par définition, et pourquoi nous n'arrivons toujours pas en 2021 à mieux gérer cette question de société. Alors, cette problématique concerne en premier les enfants, et ceux qui en parlent le mieux, je vous le donne en mille, ce sont les enfants. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Moi j'ai remarqué que mes parents ils s'aimaient plus parce qu'il n'y avait plus aucun geste de tendresse entre eux. Comment tu sais qu'ils étaient plus amoureux? Mon papa il dormait dans le salon et ma maman dans le lit. Des fois je me dis pourquoi à chaque fois il y en a un qui est là et l'autre il est en soirée. Parce qu'ils font exprès d'être en soirée comme ça ils se voient pas. Il y a papa il va en soirée, maman elle nous garde. Après c'est maman qui va en soirée, après c'est papa qui nous garde. Mon papa il dit qu'un couple c'est une équation à deux inconnus. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Que c'est beaucoup d'inconnus. Quand je vais chez ma mère et chez mon père, faut que j'ai toujours ma couette Avenger et mon doudou. C'est vrai que ça fait un peu lourd, mais ça me permet au moins de me réconforter aussi des fois quand je suis un peu triste. Ce qui est bien, moi je trouve, c'est que t'as plusieurs cadeaux. T'as 2 anniversaires en plus, t'as 2 maisons. Donc voilà, ça c'est ce qui est bien, mais ce qui est pas bien, c'est que des fois tu t'embrouilles, alors tu vois plus, tu sais plus. Je vais chez papa une journée, chez maman, chez papa, chez maman, chez papa, chez maman. Tu préfères quoi, toi? Chez les deux. L'année dernière c'était l'inverse. Je passais des week-ends à Rennes et la semaine chez mon père. Et là du coup dans ce cas-là je préférais ma mère. Et là dans ce cas-là je préfère mon père. Là, je préfère celui que je vois moins souvent. Ça, c'est mon pont. Et en fait, mes parents, ils habitent de chaque côté. Mais comme ils veulent plus voir, plus parler, le dimanche soir, comme ils veulent pas me ramener chez l'autre, ils se donnent rendez-vous de chaque côté du pont. Il y en a un qui me dépose d'un côté, pendant que l'autre m'attend de l'autre côté du pont. Et moi, je suis obligée de traverser le pont toute seule et avec mes affaires. En général, sur la première partie du pont, je pleure parce que je suis triste de quitter mon père. Arrivant du pont, je fais une pause. C'est souvent le moment où j'ai envie de faire demi-tour. C'est un grand moment de solitude. Et quand je descends le pont, je suis trop contente de revoir ma mère. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à ta mère mais que t'oses pas lui dire? Je t'aime. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice,
enfance. L'actualité nous vient également de la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de Nîmes, qui reprend presque in extenso les conclusions d'un expert qui décrit les différentes manifestations de l'aliénation parentale chez les enfants, lesquels enfants reprennent le discours de leur mère pour rejeter leur père. Alors, le PDF du jugement est consultable à des fins de jurisprudence pour ceux qui en auraient besoin sur le blog de l'association, sospapa24.com. Nous rappelons que le nom de domaine, en fait, est un petit peu ancien, mais que nous n'avons absolument rien à voir avec SOS Papa de Paris, c'est très différent. Et nous remercions au passage l'association Acalpa d'avoir communiqué ce document auprès de la communauté. Alors, l'aliénation parentale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoutez, c'est quand un des enfants, sans raison, se met tout d'un coup à dénigrer l'un des deux parents, et c'est un processus qui se produit malheureusement de manière assez fréquente dans les séparations qui sont conflictuelles, lorsque l'un des deux parents se met à monter l'enfant contre l'autre pour rompre le lien. Eh bien, l'enfant se met à tenir un discours, parfois totalement en dehors de la réalité, mais extrêmement critique envers l'autre parent, qui soudain voit son propre enfant le rejeter d'une manière extrêmement douloureuse. Nous en avons parlé avec monsieur Marc Juston dans l'émission 102 ou 103, me semble-t-il, ainsi qu'avec divers experts de cour d'appel ici même, des pédopsychiatres et autres. Il est regrettable que certains intervenants tentent à dire qu'il n'est pas possible qu'un enfant soit influencé par l'un de ses parents. C'est l'occasion également de rappeler qu'il est également regrettable de considérer que la parole de l'enfant en bas âge fait force de loi, car cela signifie que l'enfant devient manipulable et qu'il est donc en danger, on le met en position de fragilité. Même si l'adolescent de 16 ou 17 ans impose son point de vue et démarre son chemin de vie et son histoire, on ne peut pas accepter qu'un enfant de 8, 9, 10, 11 ans se mette en opposition par rapport à son père et par rapport à sa mère et dise « je ne veux plus le voir, je ne veux plus la voir » et que malheureusement le système entérine tout cela. Donc cette jurisprudence, ce jugement de la Cour d'appel de Nîmes qui date du mois d'avril est extrêmement clair sur ce procédé et autres, et vous pouvez le télécharger pour ceux que ça intéresse à des fins de consultation et de jurisprudence pour vos propres procédures. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Petite question extrêmement rapide, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs pourquoi est-ce que entre différents tribunaux l'application des lois est parfois différente ? L'application des lois, et pourquoi elle est différente ? Tout simplement parce que vous avez des formations différentes et des JAF qui sont spécialisés dans certains tribunaux, dans d'autres tribunaux qui ne sont pas spécialisés, et que pas exercer la fonction de JAF en étant intéressé, en étant passionné par cette fonction, vous passez à côté de la fonction et vous faites des dégâts. C'est tout. Vous voyez, dans certains tribunaux, vous avez plusieurs JAF et vous avez des jurisprudences différentes. Tout simplement parce que vous avez d'un côté des JAF qui sont vraiment motivés, qui sont intéressés par la fonction et qui essayent de s'investir pleinement. Puis de l'autre côté, vous avez des jeunes professionnels, mais qui ne sont pas autant investis, qui n'ont que seul objectif, c'est de passer le fardeau, excusez-moi, du JAF à un autre magistrat quand il y aura une vacance de poste. Mais bon, je vais globaliser la question. Les lois sont faites à Paris, par le représentant du peuple, il y a les lois, l'esprit des lois, on en a parlé tout à l'heure, on a évoqué celle de Ségolène Royal 2002 et autres. Comment se fait-il qu'une loi qui est décidée à l'Assemblée, qui a été débattue, qui a été expliquée, ne soit pas appliquée dans tous les TGI de France de la même manière ? Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est une instance. Je vais vous donner un exemple. Directement, la notion de garde, ça n'existe plus. Depuis 2002, on parle plus de garde d'enfant, on parle de résidence de l'enfant et de revisite d'hébergement, mais on parle plus de garde d'enfant. Garder un enfant, c'est pas garder une chèvre, c'est la résidence. Bon, ça reste du vocabulaire. Il y a encore nombre de tribunaux, qui dans le monde judiciaire parlent de garde d'enfant. Ça veut dire simplement, c'est que ces magistrats, et je ne leur jette pas la pierre parce que, encore une fois, ils n'ont pas forcément demandé cette fonction, ils n'ont pas forcément investi la loi sur l'autorité parentale de 2002, ils n'ont pas réfléchi suffisamment pour essayer d'appliquer en bonne intelligence la loi telle qu'elle a été désirée par le législateur. C'est comme la médiation familiale, ça devrait être le premier outil. Les parents sont en conflit, bon, on leur dit, allez en médiation, et on essaye de les convaincre pour y aller, de manière à ce que la séparation se déconflictualise. Mais
Quel est le JAF qui a cette politique? Non, tout simplement parce qu'ils vous répondront on est submergé, on est complètement pris dans le quantitatif, et on n'a pas le temps de parler avec les parents. C'est vrai que pour traiter chaque affaire à l'audience en 11 minutes, on n'a pas forcément le temps. Mais je crois que ce qui est nécessaire, c'est que dans chaque juridiction, essayer de réfléchir à une justice familiale dans un ressort judiciaire. Comment tous les professionnels essayent de réfléchir pour que tout le monde aille dans le même sens et dans la même énergie, dans l'intérêt des familles et dans l'intérêt des enfants. Oui, mais alors ça, avoir une politique familiale judiciaire dans un ressort judiciaire, rares sont les tribunaux qui réfléchissent, qui la mettent en application. Oui, mais alors pourquoi, dès que on fait des manœuvres, des approches, des rencontres à Paris, à l'Assemblée ou à la magistrature, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, les représentants du ministère de la Justice, le premier mot qu'ils ont à la bouche, c'est l'indépendance? En fait, la santé, le social, ils discutent avec nous, ils nous écoutent. La justice, à chaque fois, ils nous parlent d'indépendance. Donc ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Pourquoi? Vous savez que le propre du magistrat, c'est l'indépendance juridictionnelle. C'est-à-dire que chaque magistrat n'a de compte à rendre quand il rend la justice qu'à lui-même. Il n'a pas de compte à rendre à sa hiérarchie. Le président, par exemple, ne peut pas, de la juridiction, ne peut pas dire à un JAF, vos décisions sont pro-mère ou pro-père, c'est inacceptable ce que vous faites, il faudrait que vous changiez votre jurisprudence. Ah d'accord, un juge, c'est pas un fonctionnaire de la République qui est censé appliquer des lois décidées. Pas assez, pardon. D'accord. Je veux dire, un juge, ce n'est pas un fonctionnaire de la République qui est censé appliquer des lois décidées par le représentant, c'est pas ça, il n'est pas là pour ça. Il est là pour appliquer les lois telles qu'elles sont dites, mais ensuite, il y a sa sensibilité, sa manière de percevoir les choses, son ressenti, et il rend la loi tout en appliquant la loi en fonction de sa perception du dossier. Parce que là, vous savez qu'on est arrivé à un stade où l'Assemblée nationale, quand on rédige une PPL, on en est à essayer d'écrire des textes de loi et autres qui ne soient pas soumis à interprétation pour empêcher justement... Enfin, on en est arrivé là quand même. Mais regardez par exemple, la notion d'intérêt de l'enfant. La notion d'intérêt de l'enfant, vous l'avez dans nombreux articles du Code civil. Mais qu'est-ce que c'est que elle n'a jamais été définie. C'est une notion subjective. C'est une tarte à la crème, elle n'a jamais été définie. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Chacun y met ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent. D'ailleurs, chacun des parents parle dans l'intérêt de l'enfant. Et le juge va toujours parler de l'intérêt de l'enfant. Et comme je vous indiquais tout à l'heure dans le dossier que j'ai soumetté à des auditeurs de justice, chacun jugeait en fonction de l'intérêt de l'enfant et rendait des décisions différentes. C'est comme pour le juge des enfants, la notion de danger. Est-ce qu'elle est définie, la notion de danger? Il n'y a pas de définition, c'est une notion floue qui n'est pas claire. À aucun moment, le législateur n'a défini ce qu'est réellement la notion de danger. Et la notion d'intérêt de l'enfant, c'est une notion vraiment qui est laissée à la subjectivité de chacun. Donc vous avez, il ne peut pas y avoir de vérité judiciaire par rapport à l'intérêt de l'enfant. Chacun a sa propre perception. Et même, je lisais une étude récente en Israël par rapport aux décisions d'un tribunal correctionnel. Vous aviez des décisions différentes si votre affaire, les mêmes types d'affaires, si votre affaire était jugée à 9h ou si votre affaire était jugée à 13h. À 9h, les juges prenaient leur temps, puis à 13h, ils sentaient la fin arriver, donc ils vont beaucoup plus vite et la décision sera différente. Tout ça, ça rentre en jeu, il faut bien être réaliste. Si vous avez un JAF qui est en plein amour, en pleine vie conjugale, avec des enfants, ça baigne. Si par contre vous avez un JAF qui est en pleine souffrance dans le cadre d'une séparation, en plein divorce, même s'il essaye de prendre du recul, la décision risque d'être différente. C'est parce qu'il aura une personnalité différente, une autre approche en fonction de sa situation personnelle. Moi, j'ai constaté qu'on n'imposait jamais, qu'on ne demandait jamais à ce qu'un JAF ou un JDE ait des enfants, qu'ils sachent éduquer des enfants, tout à fait. Et qu'on ne vérifiait jamais qu'ils aient eu accès à leurs deux parents durant leur croissance, qu'ils n'aient pas il n'y a pas d'enquête là-dessus. Il n'y a pas d'enquête là-dessus. Moi, je suis tombé... Enfin, nous avons des cas de JAF ou de JDE qui n'ont pas d'enfants, qui ont grandi sans voir leur père depuis plus de 20 ans, et puis qui disent en pleine audience, de toute façon, moi, ça a été comme ça pour moi, ça sera comme ça pour les autres. Bon. Tout à fait. Parce que je crois que ce qu'il faut bien avoir conscience aussi, c'est que les magistrats sont d'abord et avant tout des juristes. On vous apprend le droit. Et après, il y a la réalité du terrain. Et nombre de professionnels, nombre de magistrats tombent de très haut parce que une audience JAF, c'est pas faire du droit, c'est faire de l'humain, de l'écoute, de l'intelligence à travers les personnes qui sont en souffrance. C'est pas faire du droit. Et ça, c'est pas forcément appris dans la formation des magistrats. Maître Hamas nous disait ici même il y a quelque temps que le tribunal des enfants, c'était un droit qui n'était pas comme un autre et qu'il fallait former des avocats, y compris dans leur facturation, pour aller travailler au JDE parce que ça signifiait 5 à 6 courriers par mois, ça signifiait une certaine approche, des formations particulières que les sociaux ou les juges n'avaient pas forcément. Tout à fait. Et donc, il y a une spécialisation quand on rentre dans la famille. RLP.
Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. D'ailleurs, avant-dernière question, parce qu'après on va conclure, on a vraiment l'impression, nous, si vous voulez, que ce critère aussi déterminant que la protection de l'enfance et l'intervention dans la famille manque de professionnalisme. C'est un peu, malheureusement, l'image qu'on en ressort lorsqu'on l'étudie, soit par la pratique, soit par l'étude durant plusieurs années. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'au niveau des institutions, il y a une volonté de perfectionner un peu ces interventions? Bon, personnellement, je le sens pas. Moi, je dirais pas que c'est un manque de professionnalisme. Je pense que ça manque de spécialisation. Oui, c'est la formation, la spécialisation quelque part. Oui, mais l'immense majorité des magistrats sont de bons professionnels, ils n'ont que l'envie de faire bien. Ouais, et ce qui leur manque, c'est l'intérêt pour leur fonction et l'intérêt pour la spécialisation de la fonction et l'absence de formation. Ils sont pas psychologues, ils sont pas médecins. Tout à fait. Ils ont leur expérience de vie personnelle qui n'est pas forcément universelle. On veut faire juger de l'humain par des juristes. Et je crois que c'est pas forcément adapté, alors que les magistrats sont essentiellement et avant tout des juristes. Et puis le tribunal, c'est pour punir. Alors, quand on se sépare, c'est pour une punition. Tout à fait. D'ailleurs, au président du tribunal, vous qui avez été à la fin de votre carrière président du tribunal, quand ça marche mal, quand ça déconne un peu, que les règles ne sont pas suivies, envoyer un petit recommandé au président du tribunal, ça fonctionne ou faut pas le faire? Vous heurtez à l'indépendance juridictionnelle. Comment? Vous heurtez à l'indépendance juridictionnelle. Mais oui, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire le président du tribunal? Je sais pas. Il va envoyer ça au JAT en lui demandant est-ce que vous avez un avis à me donner sur ce courrier et l'immense majorité des magistrats va lui dire vous pouvez consulter le dossier si vous le souhaitez, mais moi je n'ai pas de réponse à donner. J'essaie de prendre des décisions en toute indépendance et dans l'intérêt des personnes. Porter plainte éventuellement. Donc en fait, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de recours, à part les appels en eux-mêmes. À part les appels, il n'y a pas de déconne, ne suit pas la loi. Et puis vous voyez, ce qui manque en première instance, c'est la collégialité. Quand il y avait la collégialité, trois magistrats peuvent réfléchir ensemble à un dossier, essayer vraiment de trouver une solution avec le ressenti de chacun et essayer de trouver une solution adaptée à la situation parce qu'on y a réfléchi, parce qu'on y a pensé. Mais faire du juge unique en permanence, c'est pas adapté aux difficultés de nombre de dossiers. Tous les dossiers conflictuels devraient être pris par la collégialité. C'est une réalité, ça. Et c'est pas parce que je dis que les juges uniques sont pas adaptés, je dis simplement qu'il y a qu'une collégialité qui peut vraiment réfléchir à une situation difficile. D'accord. Bon, donc Marc Juston aujourd'hui qui est dans Marc Juston Médiation, que l'on trouve sur marc-juston-médiateur.com, Juston Juston. Vous exercez à Nîmes, je crois, actuellement. Tout à fait. Vous êtes aussi disponible à distance par webcam, je suppose. Oui, mais surtout par mail. Surtout par mail. Donc en fait, on tape Marc M-A-R-C plus loin Juston sur Google ou n'importe où, et puis on vous trouve sur le site. Oui, non, mais il y a quelques textes qui sont dans le. Oui. J'ai un site sur lequel il y a quelques textes. Vous publiez des articles, absolument, qui sont extrêmement intéressants. Moi, j'étais vraiment content de vous avoir aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'après, je vous ai un peu travaillé pour rentrer dans des arcanes, et puis c'est pas souvent qu'on a réussi à avoir un magistrat et qu'on peut rentrer dans le mode de fonctionnement d'un tribunal. On a réussi à avoir des experts ici. On a eu Gérard Poussin, on a eu Dominique Mas, on a eu des gens qui connaissaient l'expertise, mais on a eu très peu de personnes qui ont été juges qu'on a pu interroger. C'est pour ça que je me suis permis de venir vous travailler un peu au corps comme ça. Et votre activité aujourd'hui, c'est de la médiation, c'est ça? Médiation civile, moi je m'occupe beaucoup de succession. Alors, dites-nous, que faites-vous exactement? Qu'est-ce que vous proposez? Dans le familial, je m'occupe essentiellement des liquidations de communauté, des droits de passage, problèmes de voisinage, problèmes de construction, problèmes de contrat, et ça donne des résultats intéressants. Moi, dans l'immense majorité des dossiers, on a globalement 80% d'accord entre les personnes. À partir du moment où on donne aux personnes la possibilité de dialoguer, d'échanger, moi je crois beaucoup aux vertus du dialogue. Et je pense que les personnes sont en capacité de réfléchir à leur dossier, éventuellement avec le soutien de leurs avocats, et d'essayer de trouver des solutions pérennes à leurs différends plutôt que de vivre des situations judiciaires longues, coûteuses, aléatoires et qui très souvent perturbent pendant des années. Voilà. Bon. Et en matière familiale, moi je voudrais simplement terminer en disant il faut vraiment penser d'abord à l'enfant dans les séparations et les divorces, qui a besoin de ses deux parents pour se structurer, pour grandir, pour devenir un adulte. Et c'est vrai que pour la société, l'enfant est l'avenir de la société. Je crois que mais on devrait faire des flyers et les dépliants et les distribuer dans les mairies quand ils se marient et dans les tribunaux quand ils divorcent. Moi, je suis complètement convaincu. Et puis montrer aux parents les conséquences d'un divorce ou d'une séparation
situation conflictuelle sur leur enfant. Bien sûr. Sur eux, en tant qu'adultes, ça a des conséquences difficiles, mais une année d'adulte ou 2 années d'adulte, bon, ça se récupère. Mais une année d'enfant qui a vécu un divorce très difficile ou une séparation très difficile entre ses parents, ça ne se rattrape jamais. Ah bah quand on a 5 ans, 1 an, c'est quasiment 20% du temps. Donc oui. Tout à fait. D'accord. Monsieur Juston, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Bonne journée. Merci, bonne soirée. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Voilà, c'était donc monsieur Marc Juston, ex-président du tribunal de Tarascon, ex-président de cour d'assises, juge des enfants, juge familial, qui nous a consacré donc le contenu correspondant à 4 émissions que nous avons suivies ensemble et que nous remercions infiniment. Je profite de cette fin d'interview pour vous annoncer un enregistrement que je viens d'effectuer avec Sophie de Mijola, psychanalyste et philosophe, professeur émérite à l'université Paris Diderot, président de l'association internationale Interaction de la psychanalyse A2IP et directrice de la revue Topic, psychanalyste, membre du 4e groupe, auteur de nombreux ouvrages qui mettent en interaction la psychanalyse et les divers champs des sciences de l'homme, dont l'enfant lecteur, la cruauté au féminin, au péril de l'ordre, les femmes dans l'histoire de la psychanalyse, les arrogants, ainsi que diverses études sur la sublimation. Donc nous aurons très certainement une émission intercalaire vendredi prochain, avant de démarrer une série d'émissions consacrées à Madame Sophie de Mijola, de son nom complet Sophie de Mijola-Mellor, que nous remercions encore pour son extrême gentillesse et sa disponibilité, et que nous vous proposerons donc très prochainement sur RLP. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. Dis-moi pourquoi, papa, les oiseaux s'envolent toujours. Et pourquoi ne reviennent-ils pas là où ils ont vu le jour? Dis-moi pourquoi, papa, les enfants n'ont pas toujours la voix d'une maman pour les bercer, une vieille chanson d'amour. Pourquoi les gens méchants ne sont jamais punis, alors que les enfants le sont souvent? Je ne m'explique pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas drôle parfois d'être petit. Dis-moi pourquoi, papa, les garçons prennent dans leurs bras des filles qu'ils embrassent tout le temps. Ils ont l'air d'être contents. Dis-moi pourquoi le soir je dois me mettre au lit dès qu'il y a des amis à la maison. Je ne m'explique pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas drôle parfois d'être petit. Dis-moi pourquoi, papa, je voudrais savoir. Et puis, dis pourquoi je m'endors dans tes bras sans avoir compris, sans avoir appris toutes ces choses de
radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.